Salut les devins, c'est Saikyo. On se reparle enfin, je crois que ça fait quand même à peu près 2 mois que je ne vous ai pas parlé de Gegege no Kitaro sur ma chaîne YouTube, et vous savez que c'est un animé qui me tient à cœur. Mes vidéos sur cet animé-là ne font pas beaucoup de vues, mais écoutez, c'est pas bien grave, il y en a d'autres comme ça, Tsubasa, machin. Même My Hero Academia, pour moi au niveau des vues, ça marche pas fort, mais c'est vraiment pas ça qui va m'empêcher de vous en parler sur ma chaîne YouTube. La dernière fois où on s'est parlé de Kitaro sur ma chaîne YouTube, c'était pour une review groupée des épisodes 7 et 8, dans laquelle je vous conseillais fortement de regarder cet animé-là. Aujourd'hui, de l'eau a coulé sur les ponts parce qu'on en est à l'épisode 17. J'ai mis du temps, mais bien sûr, vaut mieux tard que jamais. Donc, vous comprenez bien que je vais vous partager un espèce d'avis global sur les épisodes de Gegege no Kitaro. Donc, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous vous rendez compte, ça fait un gros paquet d'épisodes. Je peux pas rentrer dans le détail de chacun des épisodes. Par contre, bonne nouvelle, à partir de cette semaine, je suis vraiment en train de me mettre à jour sur à peu près tout. Les reviews du futur ont du retard, mais voilà, ça va vite rentrer dans l'ordre. Du coup, je vais être en mesure de reprendre mon rythme normal de publication sur Gegege no Kitaro. C'est le même que Captain Tsubasa, c'est-à-dire une review tous les 15 jours. Alors les devins, je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui ne regardent pas l'animé mais qui suivent mes reviews histoire de savoir ce qu'il s'y passe. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner tout le détail de ce qui s'est passé dedans. Je vais vous dire globalement le thème de chaque épisode, mais sachez que depuis le temps qui a passé, on pourra le reprocher, mais là dans notre cas ça nous arrange, donc on va fermer notre bouche. Tout simplement, l'histoire principale de l'œuvre, c'est-à-dire, vous savez, avec le méchant là, qui avait tiré une flèche dans le cœur de Kitaro, celui qui a une espèce de cape, c'est sûrement un yokai aussi, celui qui est très sombre et tout ça, eh bien, ça a un petit peu progressé, mais pas tant que ça. Et au final, les épisodes jusqu'au 17e ont été chacun quasi un enchaînement de mini-histoires séparées les unes des autres. Donc ces mini-histoires, quelles étaient-elles? L'épisode 9, c'était tout simplement avec des entités que l'on appelle les kappa, qui sont des êtres qui ressemblent un petit peu à des espèces de tortues grenouilles humanoïdes, tu vois. Ce sont des êtres très sympathiques, etc. Mais leur truc, leur kiff dans la vie, c'est de manger des concombres. Et du coup, pour arriver à leur fin, ils vont s'associer avec Ratichon, et ils vont finir par sombrer dans du travail à la chaîne, par de l'exploitation, etc. Donc c'était un épisode qui traitait de ce thème-là, de l'exploitation au travail et de la surcharge. L'épisode numéro 10 maintenant, eh bien l'épisode numéro 10 parlait plutôt de la thématique de l'amour, du fait d'être amoureux de quelqu'un, de pas lui avouer, d'être amoureux de quelqu'un d'une manière obsessionnelle, des fois trop extrémiste, et que des fois faudrait peut-être mieux soit avouer ses sentiments de suite plutôt que de faire durer, soit lâcher l'affaire parce qu'au final tu vas juste devenir un espèce de pervers qui fait que observer la personne, donc ça c'était le thème de l'épisode. Et on y a vu l'apparition de différents yokai, même des fantômes. Si vous connaissez Harry Potter, je me rappelle plus de comment elle s'appelle cette fille, mais vous savez, la fille en mode fantôme dans les WC et tout ça, là, de l'école de Poudlard. Bah, il y avait des fantômes un petit peu comme ça qui hantent les toilettes. Donc, on partait sur un délire un petit peu comme ça. L'épisode numéro 11, il aura mis en son cœur et comme menace les tanuki. Les tanuki sont des animaux qui ressemblent un petit peu à des renards, on va dire ça comme ça, avec des couleurs différentes, qui sont très très reprises dans le folklore et les mythologies asiatiques, en fait, de manière générale et aussi japonaise. Donc là, ils apparaissent sous forme de yokai, et c'est dans cet épisode-là que le fameux ennemi dont je vous avais parlé s'est montré une fois de plus en tant qu'ennemi, et du coup c'est lui qui a permis justement l'apparition des tanuki. Cet épisode-là, alors quel en serait le thème global que j'en ferais ressortir, les devins? Bah tout simplement ces tanuki ont pour obsession de vouloir conquérir le monde et le Japon, donc étant donné que chaque épisode de Kitaro dénonce quelque chose de notre société, je suppose que c'est le fait de vouloir piquer le morceau de terre d'un autre pays, ou tu vois, le fait de vouloir envahir et conquérir et tout ça, je pense que c'était plutôt ça. Il y a toujours des sous-morales dans la morale, c'est pour ça que je vous conseille vivement de regarder les épisodes pour en avoir l'expérience globale. Mais là, bien sûr, j'en fais ressortir le thème principal. L'épisode numéro 12, les devins, eh bien c'est la suite. On a eu un double épisode sur la même intrigue, chose qui est assez rare en fait. C'était toujours en fait la conclusion du combat contre les tanuki, avec encore quelques belles leçons de vie. L'épisode numéro 13 nous a centré sur un yokai qui s'appelle le Wanyudo. Celui-ci peut tout simplement transformer les gens, alors je ne sais pas si j'ai bien compris, parce que dans l'épisode il est capable de transformer les gens en diamants, mais je n'ai pas compris si le Wanyudo peut transformer les gens uniquement en diamants ou en ce que tu lui demandes. Genre tu lui dis transforme-moi les gens en bonbons, il le fait. Tu vois, je sais pas, j'ai pas bien compris, mais en tout cas dans tout l'épisode il est transformé en diamant. Et du coup, forcément, Ratichon, qui est l'être le plus avare que l'on connaisse, eh bien, tout simplement, il a voulu s'emparer de cette affaire-là, et il a commencé à faire du trafic d'humains, oui, un animé, un shonen pour enfants qui parle de trafic d'humains, tout simplement pour transformer les gens en diamants. Donc, toute une histoire liée avec des mafieux, trafic de corps, trafic d'humains, machin, des thèmes assez sérieux, et que l'on pourrait transposer encore une fois dans notre vraie vie. Le trafic d'organes, trafic d'humains, tout ça, c'est quelque chose qui existe dans notre vrai monde, donc je trouve que c'était cool d'en parler ici. On continue les devins avec l'épisode numéro 14, qui pour moi nous a proposé de manière incontestable le meilleur passage de tout Gegege no Kitaro confondu. Alors bien sûr jusqu'à l'épisode 17, peut-être que les épisodes suivants, parce que ça va aller jusqu'à l'épisode 50 et quelques, cet animé, vont nous proposer quelque chose de mieux.
Alors ce meilleur moment de Gegege no Kitaro, je vais vous en parler après, mais sinon l'intrigue de l'épisode, elle est relativement simpliste, mais elle est très jolie et poétique je trouve. Parce que déjà, quelle est la morale du truc? C'est un petit peu de montrer que la vie nous enlève notre âme d'enfant au fur et à mesure que l'on grandit, que l'on va au travail, que l'on a des responsabilités, et que la vie d'adulte est souvent bien loin de la vie féerique dont on pouvait rêver quand on était enfant et que l'on était insouciant. Et c'est quelque chose qui est vraiment dommage parce qu'au final ça nous montre que la société nous tue moralement, que le travail nous tue moralement et change complètement l'être que nous étions prédestinés à être. Et ça, c'est une morale avec laquelle je suis totalement en accord et qui m'a fait vraiment plaisir de voir être développée ici. On pourrait faire un lien entre cet épisode-là et l'épisode numéro 9 sur les kappas qui sont passés sur du travail à la chaîne et machin. Et du coup, on va rentrer dans une intrigue un petit peu comme dans les dessins animés de Disney, c'est-à-dire que ce gars-là va l'amener sur un yokai, je crois que c'est le Makura Gaishi, enfin je crois, un truc comme ça, qui va l'amener dans le monde des rêves, et à l'intérieur de ce monde des rêves, eh bien tout va bien. Ce gars-là n'a plus de problème, ce gars-là, d'ailleurs il retombe en enfance, c'est un petit peu comme Peter Pan et tout ça, et il va vouloir bien sûr, lui et d'autres personnes, rester dans ce monde des rêves et oublier tout, oublier son fils qui l'attend, etc. Et du coup, Kitaro et sa bande vont aller dans le monde des rêves grâce à un autre yokai qui lui aussi est connecté au monde des rêves, se battre là-dedans, faire en sorte que les humains retournent à la raison, et bien sûr, l'enfant qui a été délaissé par son père va rentrer dans ce monde des rêves-là pour un petit peu faire du relationnel et dire à son père que bon, la réalité est peut-être pas belle, mais son fils existe dans le monde réel, pas dans le monde des rêves, tu vois. Et ça va le ramener à la réalité, et ça va mener au moment le plus épique, le plus joli que j'ai jamais vu de tout Kitaro, c'est quand bien sûr on va mettre en avant le lien entre Kitaro et son père, que l'on appelle le papa œil, parce que dans le monde des rêves, tu peux être qui tu veux, tu peux faire apparaître ce que tu veux, et tu peux avoir l'apparence que tu veux. Et bien, que va faire le papa œil dans cet épisode-là? Il va tout simplement, grâce à l'effet du monde des rêves, prendre l'apparence qu'il avait quand il était adulte, donc en tant que père de Kitaro, pour le sauver. Et ce passage-là, oh là là, qu'est-ce que c'était épique les devins. Surtout que ce gars-là, le papa œil, c'est la doublure de Son Goku, de Dragon Ball Super, de Dragon Ball tout court. Et quand il est en mode papa œil miniature, eh bien la seiyuu de Goku fait tout simplement une voix un petit peu mignonne, débile, machin. Mais quand il s'est transformé en version adulte, déjà il ressemblait à Kitaro avec des cheveux gris, enfin c'était vraiment classe, les vêtements et tout, mais aussi la voix a changé. On est passé sur une voix un petit peu à la Goku sérieux, à la Goku Black, un truc comme ça. C'était épique, et la musique derrière, le remix, la version un petit peu rock là de Kitaro qui s'est lancée derrière, c'était absolument merveilleux. Et c'est pas juste une question d'animation et de dessin badass, c'est aussi que la symbolique qu'il y avait derrière ce moment-là, on avait l'humain qui était mis en scène dans le truc, qui venait de renouer des liens avec son fils, et on a le papa œil qui est en train de continuer de nouer des liens avec son propre fils. Le papa œil était tellement désespéré de ne pas arriver à sauver son fils, il a tout fait, il a plongé dans un lac machin, il était en train de s'étouffer, et d'un coup, par la force justement de sa volonté, il s'est transformé grâce au monde des rêves en ce qu'il était quand il était plus jeune, avant de mourir ou je ne sais pas trop quoi, et il a repris cette forte apparence pour sauver son fils, en criant haut et fort qu'il fera tout pour le sauver, et il y est arrivé. Moment très fort d'émotion, et moment très fort d'animation, de musique, d'impact, d'épicness, d'intensité, de tout ce qu'on veut. C'est mon moment favori de Gegege no Kitaro, et un moment inoubliable pour moi au niveau de tous les animés et mangas confondus. C'est pas le meilleur de tous, mais ça fait partie de mon top 20, top 10 des moments préférés de manga et d'animé. On a aussi bien sûr l'épisode numéro 15 avec le yokai répondant au nom de Zumbera. Alors cet épisode-là, de premier abord, il te fait penser un petit peu à un épisode façon shoujo pour les gamines, etc. Mais pas vraiment en fait, c'est un thème qui parle à tout le monde. Le fait que tout le monde a des complexes, que certaines personnes se trouvent super moches, que d'autres personnes, de par leur regard, te font croire que tu es super moche, et que tu vas tout faire à tout prix dans notre vrai monde, la chirurgie, le machin, pour devenir une autre personne physiquement, avec un tout autre physique que celui avec lequel tu es né, tu vois. Et normalement, personne, vraiment personne, ne devrait avoir à refaire quelque chose par rapport au regard des autres. Si vraiment tu trouves que ton nez, ton machin, personnellement, te dérange, pourquoi pas le refaire, même si je suis pas un pro chirurgie esthétique, sincèrement. C'est pas quelque chose que je recommande, j'ai jamais fait, mais c'est pas quelque chose que je recommanderais en tout cas. Mais bon, si la personne se sent extrêmement mal avec ça, pourquoi pas? Mais là, vraiment, l'épisode te fait comprendre que, à cause surtout du regard des autres, il y a des gens qui vont, dans notre vrai monde, faire de la chirurgie esthétique, se changer le nez, se changer les seins, je sais pas trop quoi. Comme cette fille-là dans l'épisode, qui va aller jusqu'à voir un yokai. Ce yokai lui fournit des visages de personnes mortes et des corps de personnes mortes pour qu'elle ait l'air jolie, qu'elle puisse se trouver un petit ami, pour qu'elle puisse tourner dans des films, je sais pas quoi. Voilà, pour avoir, en gros, on te fait comprendre que notre monde, tu peux réussir dans la vie que si tu es beau. Malheureusement, c'est en partie vrai. Alors bien sûr, tu peux réussir si tu es le plus moche de la Terre, c'est pas ça. Mais quand même, tu as beaucoup plus de facilité si tu es beau, et c'est une triste réalité, les devins. Du coup, l'épisode 15 met ça en avant, et j'ai trouvé ça vraiment super de ce côté-là, parce que je pense que ça touche beaucoup de personnes. Et s'il y a des jeunes en ce moment qui m'écoutent, quand on est jeune, c'est vrai qu'on a encore plus tendance à souffrir de ces complexes, et que l'on a encore plus tendance à ce que notre entourage nous le rappelle, parce qu'en grandissant,
les gens ont un petit peu plus de retenue, mais encore, il y a toujours des connards, hein, même en grandissant. Mais quand même, un petit peu plus de retenue à te le dire, toi-même tu le vis mieux parce que depuis le temps t'es habitué à vivre avec ton corps, avec toi-même, donc voilà, quand tu es jeune c'est vraiment là où c'est le plus difficile. Donc cet épisode résumait très bien la situation, et nous montre en plus que la conclusion est assez triste, parce que la fille qui avait recours au yokai continue à la fin d'y avoir recours. Nous prouvons que à ce niveau-là, le monde ne peut pas forcément être changé, ou en tout cas pas tout de suite. La conclusion est assez triste en soi, mais elle est réaliste, et je trouvais que cet animé-là tapait assez fort en nous le montrant. Donc ensuite, les épisodes 16 et 17 sont liés un petit peu les deux, c'est pas la même intrigue dans les deux, mais ça se passe au même endroit. Ils partent dans le village de, je ne sais plus, Sakai Minato, un truc comme ça, au Japon, un endroit très calme, qui est plutôt reculé du monde un petit peu fou, tu vois, de la ville et tout ça. Les gens sont sympas, les gens sont cool, la biodiversité est très développée, etc. Jusqu'au jour où, comme par hasard, eh bien Mana va se rendre là-bas parce que son oncle et tante vivent là-bas, et du coup elle passe l'été là-bas. D'ailleurs, les épisodes s'adaptent à notre saison, là en ce moment c'est l'été pour nous, eh bien Gegege no Kitaro, eux aussi sont en été, donc c'est cool de voir un animé qui évolue en même temps que notre vie réelle. Et du coup, on va avoir deux intrigues dans les deux épisodes. Alors celle de l'épisode 16, c'était vite fait, c'était un yokai marin, etc. Bon, c'est bien parce que ça ressasse un petit peu toutes les légendes marines et tout ça, mais j'ai pas trouvé l'épisode si exceptionnel que ça, il y avait toujours de jolies morales et tout. Mais le 17 était quand même nettement mieux, avec le Kanibotsu, un truc comme ça, un yokai qui il y a des siècles en arrière avait pour mission de protéger une princesse. Bien sûr, lui il a été scellé, et donc la princesse est décédée, etc. Et il réapparaît dans ce monde-là en étant persuadé qu'il doit toujours et encore protéger sa princesse. Il prend le premier qui passe pour un ennemi qui en veut à sa princesse, jusqu'à ce qu'un lien s'établisse justement avec la team de Kitaro et compagnie. Donc j'ai trouvé l'épisode 17 vachement bien foutu, mais sincèrement les devins, entre le 9 et le 17, le 14, il n'y a pas photo, même de tout l'anime Gegege no Kitaro. Alors on a eu de belles prestations dans les premiers épisodes de la série aussi, mais le 14 a frappé vraiment fort dans mon cœur, et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Et sinon, globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça? Alors j'ai trouvé que globalement, c'était un petit peu moins prenant que les premiers épisodes, même si le 14 nous a délivré sa plus belle prestation jusqu'à présent. Mais les intrigues, je trouve qu'elles se répètent un petit peu, et que le schéma scénaristique est un petit peu souvent le même. C'est-à-dire que, voilà, tu peux résumer facilement Gegege no Kitaro en te disant qu'à chaque épisode, un yokai va être libéré, et la manière dont ce yokai va être libéré va être plutôt simple. Dans 80% du temps, c'est Ratichon qui va pas faire exprès, 10 autres % du temps, c'est Ratichon qui va faire exprès de le libérer, et les 10 autres %, c'est un petit coup du hasard, quelqu'un qui va balayer une tombe, ou Mana qui va trébucher sur je sais pas quoi. Ça va être un petit peu ça à chaque fois, et cet aspect répétitif m'agace un petit peu. Après, concernant Ratichon, c'est vrai qu'au début, ça m'agaçait beaucoup de savoir qu'il serait au cœur de beaucoup d'intrigues, et ça ne me dérange pas. C'est juste le fait qu'il soit toujours l'élément déclencheur, tu vois. Après qu'il s'allie avec les yokai, c'est un petit peu un running gag de la série, ça ne me dérange pas plus que ça. Et c'est même assez bizarre de voir que Ratichon s'allie quasiment toujours aux méchants, et pourtant, au bout du compte, il est toujours très ami avec Kitaro et sa bande. C'est assez drôle de voir ce type de relationnel-là, très atypique. Après, vous savez que je n'aime pas juger de manière bête et méchante, et du coup j'ai profité de ces 2 mois dans lesquels je ne vous ai pas parlé de Kitaro pour me renseigner. Et je me suis renseigné sur l'auteur. Et je comprends un petit peu mieux pourquoi, l'auteur n'accorde pas trop d'importance à la manière dont les yokai sont libérés, ce genre de choses, à faire un petit peu de transition et tout ça. Bon, déjà, parce que c'est une œuvre qui, je le rappelle, a 50 ans, cet animé-là fête les 50 ans d'anniversaire de la série, donc c'est un petit peu normal qu'il y ait des mécanismes scénaristiques qui soient rudimentaires, et ça se pardonne vraiment. Mais aussi, l'auteur de Gegege no Kitaro est quelqu'un de vachement passionné par tout ce qui est yokai, fantôme, paranormal, tout ça. Et Gegege no Kitaro n'est pas sa seule œuvre qu'il a pu réaliser sur les yokai. Alors bien sûr, je n'ai pas lu en détail ce qu'il a fait d'autre, mais de ce que j'ai compris, il a fait des espèces de guides sur comprendre les yokai, c'est quoi les yokai, la légende des yokai, les différents yokai qui existent. Du coup, je pense que cet anime Gegege no Kitaro, si je devais le résumer, ce serait un guide animé un petit peu mignon, un petit peu sympathique, attractif, ce que sont les légendes en mythologie japonaise et asiatique concernant les yokai. Et c'est pour ça justement que ça se concentre pas à développer et à ficeler finement le scénario. C'est surtout une présentation successive des différents yokai existants, parce que c'est ça la passion de l'auteur, tu accroches ou tu accroches pas. Moi j'aime bien me faire capter par ce délire-là, même si comme je l'ai dit, ça me fait chier de voir que c'est tout le temps la même chose qui se répète pour la manière dont sont amenés les yokai. Mais l'auteur de cette série-là n'est pas que fan de yokai, et c'est pas la seule chose dont il veut discuter dans sa série et ses épisodes, il veut aussi traiter de phénomènes de société. Et en ayant un espèce de remake là, de la série originale, et en ayant cette série anniversaire des 50 ans, tu te rends compte déjà que la plupart des phénomènes de société qu'il pouvait dénoncer à l'époque existent toujours, et tu te rends compte que l'auto-animation, etc., se sont saisis du sujet, parce que
aux anciennes préoccupations de l'auteur d'il y a 50 ans en arrière, ils y rajoutent souvent quelque chose d'actualisé. Je vais vous donner un exemple à la con, mais si vous prenez le tout premier épisode de Gegege no Kitaro, l'ouverture, on avait une espèce de youtubeur, un petit peu à la Paul Logan, je sais plus comment il s'appelle celui-là, qui était en train de filmer des gens qui se transformaient en arbres démoniaques, machin, et ça le faisait rire, tu vois. Donc ça, c'est pas quelque chose qui existait il y a 50 ans. Alors oui, le fait de se moquer d'un phénomène qui peut arriver à d'autres, ça existait à l'époque, mais pas de manière globale sur internet, mondialisée, tu vois ce que je veux dire? Et ça, l'anime Gegege no Kitaro 2018 le met à jour aussi. Donc c'est pour ça que quand je pèse les pour et les contre, il y a largement plus de pour que de contre dans cet anime-là. Et c'est pour ça que j'ai aussi bien aimé essayer de rentrer un petit peu dans la tête de l'auteur, de voir ses précédentes œuvres, pas forcément de les lire, mais de me renseigner à leur sujet, et ça te permet de mieux comprendre, il y a 50 ans en arrière, quand même ça remonte, ce que voulait faire l'auteur en proposant un tel type d'animation, et aujourd'hui ça marche toujours aussi bien. La plupart des mécanismes proposés ne sont pas rouillés, le fait de voir des yokai comme ça, c'est pas ridicule, ça alimente le folklore japonais, et je pense que pour des petits enfants japonais, ben ça les éduque sur justement les mythes qui existent dans leur pays, donc c'est cool au niveau culturel. C'est quelque chose qui t'appelle à l'émerveillement et au rêve, donc je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de points positifs dans cet animé-là. Ce que je demanderais de plus pour les épisodes suivants, donc du 18 jusqu'au 50 et quelques, ça serait qu'il y ait quand même une espèce d'intrigue de fond qui se dessine, et que par exemple, on se serve de l'ennemi, là que je vous ai dit qui porte une cape noire, pour essayer d'envenimer un petit peu le tout, et que l'on comprenne pourquoi Kitaro est la cible, etc. Il faudrait un petit peu que ces rouages-là se mettent en action. Je pense que c'est quand même nécessaire pour avoir une œuvre qui reste captivante du début à la fin. Du coup, les devins, je vous ai partagé tout ce que j'avais à vous dire. Je vous répète que le passage de l'épisode 14 dans lequel le père de Kitaro prend son apparence de base et tout ça, qui se met un petit peu à se battre, c'est vraiment un moment épique et que vous devez absolument voir. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et puis voilà, c'est quand même un anime qui aurait été saupoudré de beaux passages. Je vais vous en citer un parmi tant d'autres, c'était dans l'épisode 17 à la toute fin. On sent que cet anime-là sait faire fonctionner les émotions quand il le faut au bon moment, tout simplement parce que si vous avez vu l'épisode, vous vous rappelez qu'à la fin, on voit qu'au village tout va bien, que les yokai et les humains vivent en harmonie. D'ailleurs, ça aussi c'est une belle progression dans la série. Au début, on nous disait que les humains ne verraient jamais les yokai parce qu'ils n'y croient pas tout ça. Et là, le village de Minato, je ne sais plus quoi, ils sont en harmonie avec les yokai, ils se font des repas, ils boivent des coups ensemble, etc. Donc il y a une grosse évolution côté relation humain-yokai à ce niveau-là. Et ça ne m'étonnerait pas que la suite de l'anime fasse en sorte que plus de populations humaines puissent voir les yokai. Mais quand je vous parlais d'émotions, c'est par exemple justement là, tout allait bien, yokai humain, et la nuit tombe, et on en arrive pas très loin de la mer, avec le feu d'artifice qui est joli, il y a de jolies lumières, les éclairages de la ville la nuit, etc. Et à ce moment-là, quand j'ai vu ces personnages de cet anime-là être heureux face à ce moment-là, et quand la caméra nous a montré différents plans pour nous montrer à quel point c'était joli, je vous jure les devins, j'espère que vous me croirez, je suis pas en train de vous mitonner, je me suis dit, ça c'est le genre de moment dont tu as envie qu'il ne s'arrête jamais, tu voudrais que ça dure à l'infini. Et pile à ce moment-là, je vous jure, la grosse coïncidence, mais je pense que c'était voulu qu'on ressente ça, tu as Mana qui parle et qui dit à Kitaro, j'aimerais tellement que ce moment ne s'arrête jamais et dure toujours. C'est pour vous dire à quel point l'émotion qu'ils ont voulu véhiculer, elle a été transmise avant même que Mana la propose par sa propre bouche. Du coup, c'est pour ça que j'affectionne particulièrement cet anime-là, que je vais continuer de le suivre et de vous en proposer des vidéos, très sûrement jusqu'à la fin, en épisode 50 et quelques. Ça nous fera vivre une année d'une belle aventure dans cet anime-là. J'espère vous retrouver tout aussi nombreux, voire même plus, dans 2 semaines pour ma double review des épisodes 18 et 19 de l'anime Gegege no Kitaro. D'ici là, merci énormément pour tous les soutiens que vous apporterez à cette vidéo-là. Prenez très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.